Bon, je vais pas vous mentir, je suis un petit peu embêté. Non, parce que pour aller avec ce dont on va parler, j'ai mon tournevis, hein, mais pas de batterie externe. Donc je me suis dit que j'allais mettre une veste par-dessus un t-shirt, parce qu'il a déjà fait ça, en fait. Et puis j'ai remarqué que mon existence était particulièrement sombre. Donc, à défaut, hein, bah, on va prendre ça, on va le poser dans le décor, et puis bon, je pense que vous avez compris de qui on va parler. Bonjour à tous et à toutes, je suis le Dr Key et aujourd'hui nous allons parler de l'icône de Doctor Who, de celui dont le visage vient immédiatement à l'esprit quand le nom de la série est prononcé, à savoir David Tennant qui, je suis sûr, nous gratifiera encore de sa présence pour les épisodes anniversaires à venir et qui continuerait même de le faire après sa mort si jamais Doctor Who devenait la propriété de Disney. David Tennant, vous le connaissez pour son rôle de Barty Crompton Jr. dans Harry Potter et la Coupe de Feu, vous le connaissez pour avoir joué le rôle de Crowley dans Good Omens, et j'espère que vous le connaissez pour autre chose parce qu'il a fait plein d'autres trucs. Dès l'âge de 3 ans, David John MacDonald exprimait à ses parents le souhait de devenir acteur. Passionné par Doctor Who depuis sa plus tendre enfance, il n'a cessé de rêver du jour où il incarnerait le Docteur et n'a jamais cessé de travailler pour y parvenir. Fait notable à son sujet, David entre à l'Académie royale écossaise de théâtre et de musique de Glasgow à seulement 16 ans, en faisant l'élève le plus jeune de sa promotion et aussi le plus jeune de l'histoire de son école. Parce que quelqu'un s'appelait déjà David MacDonald et en hommage au chanteur des Pet Shop Boys, il choisit de se faire appeler David Tennant et, en 96, entre à la Royal Shakespeare Company et en devient même un membre sociétaire. Sa carrière est assez bien fournie et malgré ce que j'ai pu souhaité précédemment, à savoir espérer que vous le connaissiez pour autre chose, il faut dire que probablement aux yeux de David Tennant, le rôle du Docteur est le plus important de sa vie. Il faut savoir que David Tennant n'est pas entré dans l'univers de Doctor Who par la grande porte de la série, mais bien par la petite entrée de service de Big Finish en 2001. Et étant donné que David Tennant est le meilleur Docteur de tous les temps et de tous les âges confondus et de tous les univers, ça veut dire que Big Finish est canon vu qu'il y est. C'était dans l'histoire Cold Deeds, le 25e épisode de la Main Range avec le 7e Docteur, où il jouait le rôle du sergent allemand antagoniste de l'épisode, Kurt. Ayant assuré d'autres rôles, il a aussi participé à Scream of the Shalka, l'histoire de Doctor Who sous Flash de 2003 que j'adore et qui était là pour célébrer les 40 ans de Doctor Who. Comme quoi, sans le savoir, il a participé à 3 épisodes anniversaires télévisuels. Et aujourd'hui, David Tennant continue de jouer le Docteur chez Big Finish avec des compagnons connus, de nouveau, et c'est génial, car dans tous les cas, ce Docteur a toute une régénération à explorer, car même si dans Journey's End, il a gardé le même visage, il s'est régénéré. C'est dans cette version de sa vie que se sont passés les événements de Time Lord Victorious, ceux du jour du Docteur, et également la série que nous allons aborder, à savoir Dalek Universe, réalisée par Ken Bentley et écrite par John Dorney et Andrew Smith, du moins pour le premier volume. Au XXIe siècle, une équipe d'intervention des services de sécurité de l'espace, les SSS en VO mais les SSE en VF, est envoyée sur la planète Mera pour retrouver un vaisseau qui s'est crashé. Dans cette équipe se trouve Anya Kingdom et celle-ci a des visions où elle observe un type lui parler de la fin de l'univers et d'autres trucs sympas. Alors que son équipe se sépare et marche au milieu de corps sauvagement mutilés, Anya ouvre une porte et tombe sur le type de sa vision, à savoir le 10e Docteur, qu'elle connaissait auparavant dans sa 4e incarnation et avec qui elle a voyagé sous une autre identité. Le Docteur n'a aucune idée de ce qu'il fait ici alors qu'il était sur Terre au 21e siècle, et pensant à un kidnapping temporel sur sa personne, il découvre qu'ils sont sur Myra et annonce qu'ils sont dans la merde car les autochtones de ce monde sont les Vizians, des êtres invisibles transparents, responsables du charnier dans lequel nos personnages se trouvent. Acculés, ils sont sauvés par Mark Seven, un androïde qui était à bord du vaisseau lorsqu'il s'est crashé, connu du Docteur et d'Anya, et qui est en mesure de se défendre contre les Vizians.
Ayant réussi à quitter Myra, le docteur s'interroge sur qui pourrait être éventuellement responsable de son kidnapping temporel à cette époque. Et alors, Mark et Anya lui parlent d'un dénommé George Sheldrake, un ingénieur de génie qui travaille sur le voyage dans l'espace et le temps et qui va commercialiser ces tunnels temporels, et son projet va être lancé à minuit le soir même. Pour rajouter des coïncidences, Mark enquête sur Sheldrake, et c'est très particulier car tous les témoins, ses anciens collaborateurs que Mark aurait souhaité interroger, ont été retrouvés assassinés, et Mark pense que justement, le crash du vaisseau dont il a réchappé est la responsabilité directe de Sheldrake. Arrivé sur Terre, notre trio se dit qu'il serait peut-être temps de rencontrer le fameux Sheldrake, et alors qu'ils se rendent dans ses locaux, le docteur est frappé par une vision similaire à celle qu'a vue Anya et s'effondre. Il est relevé par un pasteur de l'église des Sept Soleils, puis en entrant dans le bâtiment, ils échouent à voir Sheldrake et sont dégagés par son golem de sécurité. Ils vont alors au quartier général des SSE et avec un peu de piratage informatique, ils arrivent à découvrir que dans les composants utilisés par Sheldrake pour faire ces tunnels temporels, il y a de la technologie gallifréenne. Alors qu'Anya et Mark laissent le docteur un moment, le pasteur de l'église des Sept Soleils débarque de nulle part dans la pièce où se trouve le docteur armé d'un pistolet. Mark et Anya entendent 2 coups de feu et quand ils arrivent, retrouvent le docteur, seul, et celui-ci, qui s'est mangé une balle dans chaque cœur, se régénère en Gemma Whelan. Vous l'aviez pas vu venir celle-là, hein? Après Buying Time, dont j'ai complètement oublié de citer le nom jusqu'à présent, nous enchaînons avec l'épisode The Wrong Woman. Notre nouveau docteur est assez clownesque et veut récupérer la technologie gallifréenne que Sheldrake a dérobée. Parlant d'effraction, Mark n'est pas chaud et va voir s'il ne peut pas obtenir un mandat pour temporairement stopper les activités de Sheldrake, tandis qu'Anya et le docteur vont s'infiltrer dans ses locaux. Anya continue d'être frappée par des visions du futur avec le 10e docteur, qui lui dit qu'il la pardonne pour ce qu'elle a fait, à savoir devenir Anne Keslow, avec une autre personnalité et d'autres souvenirs, et voyager avec le 4e docteur pour permettre à un criminel, qui se faisait passer pour le chef de la SSE, d'éliminer ses associés sans qu'Anya ne le sache, car elle, pour le coup, était une véritable agente de la SSE. Le docteur avait refusé qu'Anya continue de voyager avec lui car il s'était beaucoup attaché à Anne Keslow et a vécu la disparition de son identité, bien qu'elle soit fictive, comme un meurtre, parce qu'il y avait quand même des souvenirs même s'ils étaient faux et une personnalité. Le docteur, alors, aujourd'hui, lui demande de lui faire confiance et lui dit que le passé peut être réécrit. Anya raconte ça au nouveau docteur qui lui dit de ne pas faire attention à ça et que non, il n'est pas possible d'inverser sa régénération. Et pendant ce temps, au quartier général des SSE, le chef de la sécurité a été tué, le bâtiment verrouillé et Mark VII fait face au golem de sécurité de Sheldrake qui vient pour buter les gens. Arrivé au cœur du projet de Sheldrake, le docteur s'empare d'un vélocitar temporel et alors que notre cher Sheldrake, je dis beaucoup Sheldrake, débarque avec sa sécurité, il dit à Anya qu'elle ne l'a jamais pardonné et disparaît dans une Bible qui se dématérialise. À l'intérieur du Tardis Bible se trouve le 10e docteur qui est toujours en vie, et la femme qui lui fait face lui dit qu'elle a utilisé un manteau holographique qui lui permet de prendre toutes les apparences qu'elle veut, toutes les voix, et même de simuler une régénération. Et alors qu'elle se fout de sa gueule, elle révèle son identité, à savoir la nonne, qui est la dernière incarnation en date du Seigneur du Temps renégat connu, sous le nom du moine. Ce qui est particulièrement inquiétant pour le 10e docteur qui comprend qu'il n'a pas été seulement kidnappé temporellement, mais qu'il a été extrait de sa ligne temporelle dans une époque qui précède la guerre du temps. Elle n'a pas encore eu lieu. La nonne, dans la catégorie « j'aime bien interférer avec l'histoire de l'humanité », s'était dit qu'elle voudrait bien travailler avec Sheldrake sur son projet de tunnel temporel, mais celui-ci lui a volé son vélocitar temporel et l'a poussé dans le vortex pensant la tuer. Il lui a fallu 200 ans pour revenir à ce moment et préparer sa vengeance, mais c'est un pur hasard si elle est tombée sur le docteur et a pris son apparence. Ce n'est pas elle qui l'a extrait de sa ligne temporelle. Sauf que le souci, c'est que le projet de Sheldrake va quand même se lancer avec le vélocitar en moins, et à ce moment-là, le temps explose, littéralement. Ça nous fait un peu un truc comme le naufrage de Riversong, le mariage de Riversong, où
toutes les temporalités commencent à se mélanger. Et Mark Seven, au quartier général des SSE, qui affronte le golem de Sheldrake, est sauvé dans son affrontement par un Tyrannosaurus Rex qui bouffe le golem. Le docteur réalise que c'est en vérité lui-même qui s'est extrait de sa ligne temporelle pour s'envoyer ici. Il propose, limite supplie la nonne de bien vouloir travailler avec lui pour fixer la situation, et si celle-ci accepte dans un premier temps de l'aider, la confiance se brise assez rapidement parce qu'elle est complètement paranoïaque, et pour cause, elle a raison, hein, le docteur l'a déjà dénoncé à Gallifrey et l'a déjà foutu dans la merde, et celle-ci veut s'enfuir dans le vortex. Sauf que il n'est plus stable, le docteur l'en prévient, mais elle ne l'écoute pas, et du coup elle finit coincée dans le vide. Après avoir fait le nécessaire depuis les locaux de Sheldrake pour s'extraire de sa ligne temporelle, le docteur va alors envoyer ses messages qui sont apparus sous forme de vision temporelle à Anya. Celle-ci va réussir à le retrouver et ensemble ils vont réussir à restabiliser le temps. À la fin de l'histoire, même s'il n'y a plus assez d'éléments qui peuvent prouver la culpabilité de Sheldrake, les gens ont parfaitement vu tout ce qui s'est passé et savent à quoi c'est dû. Ses locaux se sont effondrés, il est absolument ruiné dans tous les sens du terme. Alors, Mark Seven dégote au quartier général des SSE un vieil engin temporel qui traînait et le propose au docteur pour qu'il puisse partir d'ici. Seulement, au moment où il active l'engin, il y a une bulle temporelle qui se crée et un Dalek qui apparaît et qui tire à vue, détruisant l'appareil temporel du docteur qui se retrouve coincé à cette époque. Ah bordel, elle était longue à résumer cette histoire, mais en même temps, alors que c'est le deuxième épisode du coffret, t'as l'impression que c'est un final de saison. Nous arrivons au dernier épisode de ce coffret qui est The House of Kingdom. Après avoir échoué à quitter cette époque à cause d'un Dalek, le docteur, Anya et Mark cherchent au pif un ingénieur temporel dont ils ne connaissent pas le nom et qui n'est pas Sheldrake. Cela fait 12 heures qu'ils poirotent sur une station de transit spatial entre Neptune et Pluton, et alors qu'ils demandent ce qu'il se passe à celle qui gère les lieux, des pirates de l'espace attaquent et tirent quelque chose de bizarre sur les gens qui, en retrouvant connaissance après s'être évanouis, deviennent ultra agressifs et s'attaquent entre eux. Le docteur, Anya et Mark fuient les lieux en volant un vaisseau et se font alors tirer dessus. Mark, le seul à être resté conscient après la déflagration, envoie un signal de détresse et se met en veille. Quand le docteur se réveille, il est dans une capsule et est libéré par un mécanoïde. Lui et ses compagnons sont sur Neptune, qui est en pleine terraformation. Ils ont été recueillis par Merrick, ancien membre des SSE et grand-père d'Anya, qu'elle déteste car elle le juge responsable de la mort de sa mère lors des guerres contre les Daleks, qui sont toujours d'actualité. Merrick apprend au docteur que l'ingénieur qu'il cherche se nomme Arborek, et non pas Aboresh comme la créature dans Absolution. Sur ces entrefaits débarque une dénommée Abigail, membre des SSE, qui dit que le temps de l'enquête et le temps d'être interrogés, nos héros vont devoir rester cloués sur Neptune pendant au moins 2 jours. Et alors que c'est assez suspicieux et que normalement entendre des témoins ne prend pas autant de temps, Abigail exige d'avoir une conversation privée avec Merrick. Le docteur de son côté, alors qu'il tente de calmer la colère d'Anya vis-à-vis de Merrick et de potentiellement les réconcilier, s'éclipse en compagnie de Mark Seven et ils vont dans les laboratoires du grand-père et découvrent des plants de Varga. C'est une plante particulièrement dangereuse et toxique que Merrick a rapporté de Skaro lors d'une expédition dans sa jeunesse quand il faisait encore partie des SSE. Quand il est interrogé à ce sujet, Merrick raconte que Abigail l'a engagé pour tenter de se servir des Varga comme d'une arme. Et ne pouvant pas franchir les défenses d'un Dalek, ils se sont dit que ce serait au moins utile pour défoncer les mercenaires que ceux-ci emploient, comme les Ogrones. Mais la particularité des Varga, en fait, est d'avoir un venin qui rend les personnes infectées particulièrement furieuses, agressives, les transformant un peu. Et je suppose que vous voyez où je veux en venir. Et ce ne sont pas des pirates qui ont attaqué la station, mais bien les hommes d'Abigail. Et officiellement, la station a été victime d'une attaque et a été détruite sans survivants. Et le problème, c'est que le docteur Anya et Mark Seven constituent des témoins directs de l'événement, et ils sont gênants.
Abigail force la main à Merrick pour abandonner le docteur et Mark Seven sur un champ de terraformation au milieu des mécanoïdes, les laissant à une mort certaine. Et alors qu'elle appelle un vaisseau pour l'extraire elle et Merrick mais pas Anya, Merrick se retourne contre elle et dans la lutte se prend un tir de Varga. Alors qu'il devient particulièrement agressif, il étrangle Abigail et dit à Anya de fuir. Celle-ci est alors récupérée par des mécanoïdes que le docteur a réussi à reprogrammer pour leur faire cesser leur terraformation, leur faire cesser de les tuer, occasionnellement, et nos héros vont réussir à fuir grâce au vaisseau qu'Abigail a appelé, en profitant du fait que tout le monde soit descendu pour voir ce qui se passait sur place. Seulement à ce moment, Mark Seven subit une emprise sur ces circuits totalement inconnus et, alors qu'il prend une voix de robot flippant, il vide le vaisseau de son air et dit que tout va bien se passer pendant que Anya et le docteur sont en train de s'asphyxier et on ne sait pas où est-ce qu'il va diriger le vaisseau. Voilà qui est fait pour le résumé de ce coffret et je dois dire que j'apprécie énormément cette nouvelle histoire entamée avec le 10e Docteur, bien plus que dans Time Lord Victorious. C'est vrai qu'avec le titre de la saga, on pouvait se demander ce qu'allait être l'univers des Daleks et finalement je trouve ça assez astucieux d'avoir replongé le Docteur dans une période qui précède la guerre du temps. Ce qui est assez compliqué, bon les voyages dans le temps le sont toujours me direz-vous, mais je pense qu'il faut voir la chose de la façon suivante. Le Docteur, tel qu'on le voit dans la New Who, va dans le passé, le présent, le futur, mais voyage dans ce passé, ce présent et ce futur qui ont été définis, et voire même en fait redéfinis par la guerre du temps, qui est une période qui a été verrouillée, mais la guerre du temps c'est la guerre du temps, c'est-à-dire qu'elle avait lieu n'importe où, mais surtout n'importe quand, ce qui fait que le passé dans lequel va voyager un docteur qui est après la guerre du temps, ne sera pas le même passé dans lequel a voyagé une de ses incarnations passées. Le 10e Docteur ne voyagera pas dans le même passé que le 6e Docteur. Ce qui est particulièrement inquiétant du point de vue du 10e Docteur, car il n'est pas allé dans le passé, il est allé dans son passé, extrait de sa ligne temporelle pour arriver à une époque où il est le 4e Docteur. Alors il n'y a pas de régression ou quoi aux caisses, mais effectivement il ne devrait rien avoir à faire ici. Je me devais de faire cette explication parce que quand le 10e Docteur, lui, en prend conscience, la situation devient assez horrible pour lui. Il est placé dans une position où la guerre du temps n'a pas encore eu lieu et il croise un autre seigneur du temps, la nonne. Et il se dit qu'il pourrait avoir l'occasion d'empêcher ce qui va suivre, mais il se refuse à le faire. Et il a d'ailleurs une autre occasion qui est très tentante quand il opère les machines de Sheldrake et qu'il va pour s'extraire de sa ligne temporelle. C'est là qu'il se dit aussi que, à partir de là, il pourrait extraire n'importe qui de sa ligne temporelle. Donna? Rose? Mais il le fait pas non plus. Et ça fait hyper mal. Tennant est excellent bien évidemment dans le rôle de son docteur, on est en totale empathie avec lui, et faut dire qu'il s'est bien calmé depuis Time Lord Victorious. Oui, parce que Time Lord Victorious du coup, ça se passe avant Dalek Universe. Et c'est quand même assez fou de voir la joie qui transcende le 10e Docteur quand il rencontre la nonne, lui qui a tout perdu, son peuple, qui a même perdu le maître il n'y a pas si longtemps que ça. Et je dis que c'est assez fou parce que le Docteur déteste viscéralement la nonne. Il a énormément d'ennemis, mais les cas varient. C'est pas comme le maître, justement, qui est son meilleur ennemi, en quelque sorte. Pour le coup, par ses agissements, le docteur déteste le moine, presque plus que Davros. Mais je vais pas vous expliquer dans cette vidéo pourquoi, car ce serait vous spoiler la fin des 8th Doctor Adventures qu'on a entamé. Et c'est très émouvant et en même temps super triste de se dire que le docteur, en retrouvant ce personnage qui l'exècre, mais avec son vécu, lui, c'est presque comme s'il lui pardonnait, c'est presque comme si ce que le moine dans le passé lui avait fait n'avait pas d'importance. La nonne d'ailleurs est un personnage que je trouve génial. Gemma Whelan, elle s'éclate clairement dans son rôle. Quand elle est démasquée, elle se fout de la gueule du docteur, elle le troll littéralement, elle en fait des caisses, elle est méfiante, ça cabotine et ça surjoue un peu, mais c'est génial, c'est hyper appréciable en fait. Ça lui donne un côté complètement illuminé en fait et c'est parfait. Bon bah c'est dommage, à la fin de l'épisode 2 de ce coffret, elle finit piégée dans le vide, mais bon, elle va s'en sortir d'une façon ou d'une autre. Ce genre de choses, ça revient, c'est comme le maître, on le sait. Pour ce qui est du personnage de Mark Seven, j'ai pas encore grand chose à dire si ce n'est que je le trouve
assez sympa, il est assez bien mis en action dans le coffret, mais je pense que, vu comment s'est terminé l'épisode 3, on aura davantage de développement sur son histoire dans l'épisode qui pourrait suivre. Pour ce qui est de Anya, c'est un personnage intéressant que j'apprécie assez. Bon, et là, vous me direz que, vu qu'elle était apparue auparavant en compagnie du 4e Docteur, j'aurais sûrement dû parler au moins du protocole Dalek, qui est un épisode d'introduction qui sert pas à grand chose à Dalek Universe, avec Mark Seven, Anya et le 4e Docteur, ou que carrément, j'aurais dû consacrer une vidéo à la saison des 4th Doctor Adventures avec le 4e Docteur et Anya. Alors je le ferai, peut-être, un jour. Non, plus sérieusement, j'aime beaucoup le personnage d'Anya, et de toute façon, suffisamment d'éléments seraient introduits dans Dalek Universe pour comprendre ce que les personnages ont vécu. C'est littéralement dit, explicité, et les erreurs d'interprétation sont également rectifiées. Bien évidemment, ça fout un petit coup de poing dans le ventre quand on sait que du coup, les personnages ont du mal à se faire confiance à cause de leur vécu, et que la nonne en rajoute une couche en disant « Ah ah, je t'ai jamais pardonné, je te pardonnerai jamais, je suis la nonne, ouh là 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 là, subis mon châtiment. Qu'est-ce que je viens de faire ?» Dans le 3e épisode, The House of Kingdom, on a plus de détails sur l'histoire de sa famille, et il y en aura davantage à venir. Mais les fins connaisseurs de l'univers de Doctor Who, et notamment des classiques, et notamment des épisodes reconstruits, sauront que le nom de Kingdom a déjà fait son apparition dans la série il y a très longtemps. Voilà pour ce qui est de Dalek Universe premier volume. On en aura encore 2 à traiter dans les mois qui vont suivre et on devrait en avoir terminé, selon mon calendrier, aux alentours du mois de juin. Mais en tout cas, je suis très content de ce premier volume qui était très cool pour moi. L'histoire était plutôt bonne et j'ai hâte de découvrir la suite. Et j'espère que vous aussi. Mais d'ici là, portez-vous bien, c'est le plus important.